Bienvenue, aujourd'hui on part en Égypte ancienne, pour une exploration, on peut dire, de la relation très intense entre les Égyptiens et les chats. Ah oui, fascinant sujet. On croit souvent tout savoir, avec l'image du chat quasi-dieu. Exactement. Mais les documents qu'on a consultés, articles, blogs, même des recherches académiques, montrent une histoire bien plus complexe. Avec des nuances, des contradictions même. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de dépasser un peu l'image d'Épinal. Les sources nous parlent d'un animal qui a été d'abord utile, très pratique, Oui, un chasseur. voilà, puis un compagnon apprécié, et ensuite, bien sûr, ce symbole divin, lié à la déesse Bastet. Mais il y a aussi cet autre aspect, une sorte d'industrie autour de sa propre sacralisation. C'est ça qu'on va démêler. Alors, commençons par le début. Le chat, miaou, c'est comme ça qu'on disait en égyptien ancien. Oui, Miou, probablement à cause de son miaulement. Et comme vous disiez, il n'a pas été divinisé tout de suite. Son ancêtre, le chat ganté africain, le Felis sylvestris libica. Il s'est rapproché des humains par intérêt, en fait. Ben oui, intérêt mutuel. Il chassait les rongeurs, les serpents même, qui s'attaquaient aux réserves de céréales. C'était crucial pour les Égyptiens, donc un rôle de protecteur très concret. Et de cette utilité, hein, une proximité est née. Tout à fait. Les Égyptiens ont fini par apprécier sa compagnie, sa propreté, son indépendance aussi, mais avec de l'affection. Il est entré dans les maisons, il est devenu un compagnon, bien avant d'être lié si fortement à Bastet. Alors justement, Bastet, parlons-en, déesse du foyer, de la joie, de la musique, de la maternité, c'est l'image douce. Oui, mais pas seulement. Elle avait aussi un côté beaucoup plus féroce. Une phase de lionne, en fait, liée à Sekhmet, qui, elle, était une déesse guerrière assez redoutable. Un double visage, un peu comme le chat finalement, doux et indépendant, mais chasseur redoutable. C'est une bonne comparaison. Son centre de culte principal, c'était à Bubastis, dans le delta du Nil. Et on a la description incroyable d'Hérodote, l'historien grec. Ah oui, la fameuse fête annuelle de Bubastis. Exactement. Il décrit un truc énorme, des foules immenses. Il parle de 700 000 personnes. 700 000, c'est gigantesque. Oui, bon, peut-être un peu exagéré, mais ça donne l'échelle. Des gens qui descendent le Nil en bateau, avec de la musique, des chants, des danses. Et beaucoup de vin, apparemment. Une ambiance très festive, disons. Et l'archéologie confirme ça. En partie, oui. Les fouilles, notamment celles de Naville à la fin du 19e siècle, ont confirmé l'importance du site de Bubastis. Et puis, on a trouvé des traces de ce culte ailleurs aussi, à Saqqara, par exemple. Saqqara, le grand cimetière près de Memphis, on y a trouvé quoi? Des temples? Des temples dédiés, des statues, oui. Et surtout, d'immenses nécropoles de chats. Des cimetières entiers rien que pour eux. Ce qui nous amène directement à la momification des chats. Voilà, le point central. Et aussi le plus complexe, peut-être. On parle de centaines de milliers, voire de millions de momies de chats retrouvées. Notamment à Bubastis et Saqqara, dans ces catacombes qu'on appelait parfois Abouab al-Koutat, les portes des chats. Des millions. C'est une échelle industrielle. C'est le mot, industriel. On pourrait y voir un signe d'immense respect, non? Hérodote raconte que quand un chat domestique mourait, toute la famille se rasait les sourcils en signe de deuil. Ça durait environ 70 jours, le temps de la momification. Oui, oui, cet attachement très fort au chat de la maison, ça existait, c'est certain. Mais il faut vraiment nuancer. Une très grande partie des momies qu'on a retrouvées, eh bien, ce n'étaient pas les chats de famille pleurés. Ah bon? Mhm. C'était quoi alors? C'était des offrandes votives, des ex-voto en quelque sorte. Les pèlerins qui venaient à Bubastis ou Saqqara les achetaient pour demander une faveur à Bastet ou la remercier. Donc, un commerce. Derrière la dévotion, il y avait un business. Exactement. Pour fournir toutes ces momies, cette demande énorme, des centres d'élevage de chats ont été créés, les aïlous rotrophiones, comme on les appelle, juste à côté des temples. Des élevages intensifs. Oui, c'est ça. Et les analyses modernes, les radios, les scanners faits sur ces momies, révèlent une réalité assez dure. C'est-à-dire, Beaucoup de ces chats étaient tués très jeunes. Souvent, on voit qu'ils ont eu le cou brisé ou qu'ils ont reçu un coup violent, simplement pour être momifiés et vendus. attendez, on élevait en masse des animaux sacrés pour les tuer et les vendre comme offrande. C'est paradoxal, non? C'est tout le paradoxe. La ferveur religieuse était telle qu'elle a créé une demande immense. Et pour y répondre, eh bien, une forme d'industrie s'est mise en place. Même si ça voulait dire tuer à grande échelle l'animal qu'on vénérait. C'était sacré, mais c'était aussi un commerce très lucratif pour les prêtres, pour les temples. Le contraste est
Saisissant, surtout quand on pense au destin de certaines de ces momies bien plus tard, Ah oui, l'épisode du 19e siècle. expédiées par bateau entier en Angleterre, pour servir d'engrais. C'est incroyable. Du dieu au fertilisant. Cette ambivalence, on la retrouve partout. Le chat était un symbole protecteur très fort. On le voit parfois aider Ré, le dieu soleil, à combattre Apophis, le serpent du chaos. Et il était protégé par la loi, c'est ça? Tuer un chat, même par accident? C'était passible de la peine de mort. Diodore de Sicile raconte qu'un Romain s'est fait lyncher par la foule pour avoir tué un chat sans le faire exprès. Et il y a cette histoire célèbre, la bataille de Péluse. Ah oui, la ruse de Cambyse II, le roi perse. Il aurait mis des chats et d'autres animaux sacrés sur la première ligne de son armée. Pour que les archers égyptiens n'osent pas tirer. Exactement. Une tactique cruelle, mais qui jouait sur cette vénération extrême. Il faut aussi dire que les auteurs grecs et romains, comme Hérodote ou Diodore, étaient fascinés, mais ils n'ont pas toujours tout compris. Ils ont parfois interprété avec leur propre regard ou exagéré. Oui, c'est probable. Certaines histoires, comme les chats se jetant volontairement dans le feu, semblent un peu extrêmes. D'accord. Donc, si on essaye de résumer ce parcours incroyable du chat en Égypte, il commence comme chasseur utile, devient un compagnon apprécié dans les foyers, Puis, il est élevé au rang de symbole divin, l'incarnation de Bastet, objet d'un culte immense. mais finit aussi, paradoxalement, comme victime d'une sorte d'exploitation industrielle née de cette même sacralisation. C'est une excellente synthèse, je trouve. Une relation vraiment ambivalente, où la piété la plus sincère, l'amour pour l'animal, ont pu coexister avec une logique commerciale et même une certaine brutalité. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion pour aujourd'hui. Jusqu'où la dévotion, qu'elle soit religieuse ou même pour une célébrité, une idée, jusqu'où peut-elle aller? C'est une bonne question. Est-ce que le fait de sacraliser quelque chose ou quelqu'un ne risque pas, parfois, de se retourner contre l'objet même de cette adoration, par des effets inattendus, voire néfastes? Une question qui va bien au-delà des chats égyptiens, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet complexe avec nous.